Cassia analyse la vie qu'il a vécue. Bientôt, elle ne sera plus de ce monde. Cela fait déjà 1 mois que Cassia est là, plus longtemps que les médecins ne l'avaient prévu. Au cours des 4 derniers mois, Cassia a fait de son mieux pour laisser à ses enfants un bon endroit où vivre. Mais elle avait encore l'impression de ne pas en avoir fait assez. Elle craignait que ses enfants ne grandissent dans la pauvreté. Cassia a conclu que de toute sa vie, elle n'avait jamais été vraiment heureuse, qu'elle ne pouvait pas vivre un seul jour pour elle-même. Elle était toujours préoccupée par la vie des autres, elle voulait aider tout le monde. Un jour, l'Empire Simon s'est rebellé contre l'Empire Bérut. La grande guerre qui les opposa dura plus d'1 an et demi. Un roturier engagé par la famille impériale, Chester, a joué un rôle important dans cette guerre. L'empereur voulait honorer Chester d'un rang élevé, mais il se heurta à de sérieux problèmes de la part des nobles de haut rang. Malheureusement, c'est Chester Grease qui est devenu l'époux de Cassia. Cassia était considérée comme la meilleure mariée de l'Empire. Elle était la fille d'un comte et avait une belle apparence. Mais elle fut vendue à un mercenaire roturier qui devint noble. Cassia se rendit sur les terres de Grease, rêvant d'un mariage heureux. Peu importe les difficultés financières, Cassia est toujours restée au domaine. Elle essayait de mener une vie modeste. A-t-elle été heureuse en ménage? Non, le baron Chester Grease n'a jamais été un bon mari. Cassia est mariée depuis 10 ans. Pendant tout ce temps, elle n'a jamais entendu son mari prononcer un mot d'amour. Seuls ses enfants lui donnaient de la joie de vivre. Au cours de leurs 10 années de mariage, une fille Lucie et un fils Raphaël sont nés. Que ferez-vous d'eux lorsqu'elle ne sera plus là? La chambre de Cassia a été envahie par son mari, le baron Chester Grease. Il se précipita sur le lit de son épouse et s'agenouilla. Il demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait maintenant. Il exaucerait tous ses souhaits. Cassia avoua qu'elle rêvait depuis longtemps du collier, mais qu'elle pensait qu'il était trop cher pour elle. « Alors pourquoi je travaille si dur pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'argent? Il faut de l'argent pour le dépenser. » Son conjoint est indigné. « Promets-moi que dès ma mort, tu trouveras une nouvelle femme. Tu ne vivras pas seule. Nos enfants auront une nouvelle mère. » Cassia demande à Chester. « Aussi, veuillez signer ces papiers. » La jeune fille tend à son conjoint quelques feuilles griffonnées. « Pas question !» s'écrie Chester en déchiquetant les documents en petits morceaux. Lorsque Cassia ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle ne ressent plus de douleur. Était-elle morte et partie au paradis? Cassia regarde autour d'elle. Elle vit son mari sur le lit à côté d'elle. La jeune fille s'éloigne brusquement de son mari. Elle ne garda pas l'équilibre et tomba sur le sol avec fracas. « Hé, tu vas bien? Tu ne t'es pas fait mal par hasard ?» lui demande son conjoint en se levant du lit. « Et qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu aussi mort et m'as-tu suivi au paradis? Est-ce que je vais voir ton visage tout le temps ici aussi? Et vais-je continuer à me sentir délaissée? » chuchota Cassia. 6 yeux se remplissent de larmes. « Devrais-je repasser par diverses épreuves pour atteindre les conditions paradisiaques? » se dit tristement la jeune fille. Elle voulait enfin ressentir la liberté, le plaisir de vivre. Elle n'avait jamais connu cela dans son mariage. Chester a recouvert la jeune fille d'une couverture pour qu'elle ne prenne pas froid en restant assise par terre. « Seigneur, fais-moi sortir de cet enfer au plus vite. Je ne veux pas vivre avec cet homme, » supplie Cassia. « Je vois que vous êtes le genre de personne qui aime exprimer ouvertement son aversion. Mais attention, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. » Chester répondit à la jeune fille en enfilant sa robe de chambre. Cassia se tourne à nouveau vers Dieu pour prier. Elle lui demande de lui donner de la force. Cassia se rend compte que lorsqu'elle est morte, elle est revenue 10 ans en arrière. L'environnement lui rappelle sa première nuit de noces avec Grease. Cassia a compris qu'elle devait revivre sa vie. Serait-elle capable de faire la différence? Ou bien vivrait-elle la même vie humble et ennuyeuse, pleine de chagrin et de misère? Devrait-elle à nouveau vivre avec un mari grossier et peu romantique? « Je ne t'aime pas! Je n'ai aucun sentiment pour toi !» dit Chester à la jeune fille lors de leur première nuit de noces. Le baron se retourne pour quitter la pièce. Cassia doit l'attraper par l'ourlet de sa robe de chambre. Elle demanda à son mari de ne pas quitter la pièce, car des rumeurs désagréables pouvaient circuler à son sujet. Chester regarda la jeune fille avec dédain, les yeux pleins de haine. C'est le pire jour de la vie de Cassia. Cassia se dirigea vers le miroir. 6 longs et épais cheveux lui sont revenus.
avant de mourir, Grise a souffert de la faim. Dans l'État voisin, à la même époque, la production de perruques a commencé. Toutes les filles des terres de Grise ont donc vendu leurs cheveux. Cassia caresse doucement les mèches argentées de ses cheveux. Devrait-elle se couper les cheveux courts cette fois-ci aussi? Je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je souffrir à nouveau si je vais de toute façon mourir dans 10 ans? Cette fois-ci, je vivrai différemment. Je ferai ce que je veux. Ça ne sert à rien de s'adapter aux autres et de vivre pour eux, s'exclame Cassia à voix haute. Peut-être que le Seigneur m'a ramenée dans le temps pour corriger mes erreurs. Il a gardé tous mes souvenirs pour que je ne fasse plus de bêtises. Peut-être que le Seigneur veut que je profite du luxe, que je vive la vie que je veux. C'est un péché de ne pas profiter d'un tel cadeau du ciel. Cassia a décidé de ne plus vivre avec son tyran de mari et de demander le divorce. Comme il n'avait aucun sentiment pour elle, il mettrait volontiers fin à leur relation. Bien qu'avant sa mort, il ait déchiré les papiers du divorce, il ne voulait pas les signer. Cassia ne peut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Il était extrêmement séduisant. Il avait un gros désavantage. Il était très froid et ne montrait jamais ses sentiments. Il ne pensait qu'à la guerre et à l'argent. Si je parviens à divorcer de mon mari, je pourrai retourner dans la maison de mes parents. Là, je m'amuserai, je mangerai des plats délicieux et je profiterai de ma jeunesse. Cassia s'exclame joyeusement. Elle est seulement attristée par le fait que si elle divorce de son mari, elle n'aura pas ses 2 beaux enfants. Serait-elle capable de vivre sa vie sans eux? Cassia a décidé de ne pas divorcer. Pas encore pour le bien des enfants. Elle ne demandera le divorce que lorsqu'elle sera enceinte de son 2e enfant. « J'ai besoin d'un plan! Je ne peux pas laisser les choses aller comme ça !» se dit Cassia. Un homme portant un pince-nez est entré dans la pièce. Il se présente comme le majordome du domaine des Grises. Il s'appelle Paul. Il a invité la jeune fille à explorer le domaine. Il lui a également dit qu'il lui fournirait un assistant. Dans sa vie passée, Cassia a assumé de nombreuses responsabilités. Elle suivait les dépenses, s'occupait des domestiques, élevait les enfants, faisait le travail de comptable, de blanchisseuse, de cuisinière, etc. Elle a donc dit à Paul qu'elle explorerait le domaine plus tard. Tout d'abord, la jeune fille souhaite rencontrer son époux. Elle demande au majordome de la conduire au bureau de son mari. Il serait suspect qu'elle sache où se trouve la chambre du baron, étant donné qu'elle n'est arrivée au manoir qu'hier. Cassia savait que son mari n'aimait aller que dans 3 endroits: sa chambre, sa salle de classe et son bureau. Il était souvent dans le bureau pendant la journée. Cassia entre dans le bureau de son mari. Il est très surpris de la voir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il à son épouse d'un ton bourru. « Je ne m'attendais pas à être traitée différemment !» Cette phrase traversa l'esprit de la jeune fille. Comme auparavant, elle avait beaucoup de mal à communiquer avec le baron. « Je suis venue te dire quelque chose !» Cassia s'est assise sur la chaise en face du bureau de Chester. Tout à l'heure, le majordome m'a informé que, puisque je suis devenue maîtresse du manoir, je dois assumer toutes les tâches. Je suis désolée, mais je ne suis pas douée, et ces questions ne m'intéressent pas. Si je prends la responsabilité de toute la cour, elle s'effondrera au bout d'un moment. Comme vous le savez déjà, je ne suis pas préparée à ce mariage et je n'ai aucune envie de changer cela. J'espère que vous ne m'obligerez pas non plus à remplir les devoirs d'un époux. Tu peux faire ce que tu veux. Et tu sais, je suis un peu surpris. J'ai l'impression d'avoir devant moi une fille complètement différente de celle que j'avais hier. Il s'avère que tu es le genre de gars qui dit librement ce qu'il a sur le cœur. Chester marmonne pensivement. Et tu sais, tu aurais dû me dire hier que tu n'aimais pas ça. Tu n'aurais pas dû m'obliger à rester dans la même pièce que toi. Je suis une fille inexpérimentée, mais après une nuit avec toi, j'ai réalisé que l'intimité me dégoûtait. Cassia lui répond d'une voix calme. Chester ne s'attendait pas à entendre une telle chose. Les mots de la jeune fille le frappèrent comme un coup de tonnerre. Il se figea de surprise, incapable de bouger. « Bon, maintenant que nous sommes d'accord sur tout, je crois que je vais y aller, » dit Cassia en sortant de la pièce. « Quelle honte !» Chester se couvre le visage de ses mains. Cassia ne comprenait pas comment elle, fille d'une famille noble, était devenue la femme d'un roturier, d'un mercenaire ordinaire. Pourquoi avait-elle vécu si longtemps dans cet humble manoir? Elle avait une apparence séduisante. Des hommes apparaissaient tout le temps autour d'elle. Dans une vie antérieure, lorsque Cassia a vu son époux pour la première fois,
Elle s'est promis de faire de son mieux pour être une bonne épouse. Elle voulait voir leur terre prospérer. Un majordome est entré dans le bureau de Chester. Il a dit qu'il avait quelque chose à lui dire au sujet de la maîtresse. Il voulait aussi lui transmettre ses devoirs. « Tant que vous continuez à vous acquitter de vos tâches, ma consort est encore trop jeune. Elle a besoin de temps pour s'habituer à l'endroit, » lui répondit le baron. « Monsieur prend bien soin de son épouse, » marmonne Paul en souriant. Il n'aimait pas qu'on lui laisse la quasi-totalité des tâches ménagères, mais il n'avait pas besoin de le montrer au baron. « Paul, es-tu marié ?» demande Chester au majordome à l'improviste. « Oui, bien sûr. Quelque chose ne va pas ?» La question surprend le majordome. « Vous voyez, je manque d'expérience pour traiter avec les femmes. Je veux que vous m'aidiez dans ce domaine, » dit Chester, timide et embarrassé. « Je ne suis pas de nature à être un bon conseiller en la matière. Vous feriez mieux d'en parler à une dame. J'en ai une en tête, d'ailleurs. Mais vous devrez faire attention à ne pas nuire à votre réputation. » Le majordome lui répondit. « D'accord, je le prends. Prends contact avec cette dame. » Baissant la tête, Chester marmonne. Lady Florent a acquis la richesse et la célébrité grâce à son corps. Elle était intelligente, agréable à vivre et avait un joli visage. Il n'est pas étonnant que la jeune fille soit devenue la meilleure courtisane de la capitale. Elle avait tellement d'argent qu'aucun roturier ne pouvait en rêver. Lady Florent a accepté de rencontrer Chester. Paul se rend compte que si la femme du baron l'apprend, elle peut leur causer beaucoup d'ennuis. Ils doivent donc se taire. Paul entre dans la chambre de Cassia. La jeune fille est allongée sur le lit, immobile. Quelque chose la contrarie. Avait-elle été si vite déçue par son mariage? Que s'était-il passé entre elle et le baron? Si le baron n'apprenait pas à s'occuper des femmes, ils se sépareraient définitivement. « Quelque chose te tracasse ?» demande le majordome à la jeune fille. « Pourquoi dites-vous cela? Je suis en train d'apprendre à profiter de chaque minute de ma vie. C'est la première fois que j'ai du temps libre. Je n'aurais jamais pensé que le fait de rester allongée et de ne rien faire pouvait être aussi génial !» s'exclame la jeune fille avec joie. Paul est surpris d'entendre de telles paroles de la part d'une jeune fille de 17 ans. Que faisait-elle avant son mariage? « Maîtresse, nous devons régler la question de votre femme de chambre. Aimez-vous déjà une fille en particulier ou dois-je vous présenter à chacune d'entre elles ?» demande le majordome. Soudain, on frappe à la porte. Une voix de femme dit qu'elle veut féliciter la dame pour son mariage. Le majordome interdit à la jeune fille d'entrer. « Paul, tu sais qui est derrière la porte, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne la laisses pas entrer ?» demanda Cassia en s'asseyant sur le lit. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le majordome lui cachait cette femme. Cassia se souvenait de cette voix féminine. C'était Vita qui se tenait devant la porte. Elle était venue au domaine avec Chester et était considérée comme sa compagne. Elle serait éventuellement celle avec qui son époux le tromperait. Cassia était heureuse qu'on lui ait donné une seconde vie. Elle allait la changer du tout au tout. Elle ne vivra peut-être pas longtemps, mais elle essaiera d'être heureuse. Elle éliminerait tous ceux qui l'empêcheraient de vivre. La jeune fille ordonna au majordome de faire entrer Vita dans la chambre. Vita est entrée dans la pièce en souriant joyeusement. La jeune fille avait une apparence brillante et un tempérament aimable. Il n'est pas étonnant que les hommes l'apprécient. « Maîtresse, je suis ravie que vous viviez au manoir. Je me suis toujours ennuyée car il n'y a personne de mon âge ici. Maintenant, vous et moi allons avoir une relation des plus adorables !» s'exclame joyeusement Vita. Dans sa vie antérieure, Chester a obligé Cassia à traiter Vita avec respect. Il a interdit à son épouse d'ordonner quoi que ce soit à Vita. Cette fille bénéficiait d'un traitement spécial dans le manoir. Chester disait qu'il ne pouvait faire confiance qu'à Vita, qu'elle était sa véritable amie. Le baron s'adressait toujours à sa femme de manière formelle. Avec Vita, il se comportait différemment. Il chuchotait souvent, partageait les dernières noticias. Nouvelles, plaisantait. Cassia n'aimait pas non plus que Chester mette sur le même plan la maîtresse du domaine et une simple paysanne. Ces pensées tristes donnent à Cassia un mal de tête. Elle demanda au majordome et à Vita de quitter la pièce. Elle voulait être seule. Dans sa vie précédente, Cassia a supporté Vita pendant 2 ans. Le cauchemar n'a pris fin que lorsque la jeune fille est tombée enceinte de Raphaël. Selon le médecin, le stress l'avait exposée à un risque de fausse couche. Cassia a donc ordonné l'expulsion de Vita du domaine. La jeune fille s'est promis que cette fois-ci,
elle ne laisserait pas son conjoint la tromper. Lady Florent est venue au domaine de Chester. Le baron s'assit en face de la jeune fille en silence. Il ne savait pas quoi dire dans une telle situation. Un sias difficile. Je ne sais même pas par où commencer pour lui apprendre. Il n'a aucune expérience, se dit Florent. Lady Florent, j'ai quelque chose sur le visage? Vous me regardez bizarrement, dit enfin Chester. Non, je suis juste surpris qu'à 27 ans, vous soyez si inexpérimenté. C'est la première fois que je rencontre une telle chose. La courtisane lui répondit d'une voix calme. Je compatis vraiment avec votre épouse. Il n'est pas étonnant qu'elle soit frustrée par l'intimité. Je pense que vous devriez commencer par apprendre à dire des mots gentils. Commencez à toucher votre épouse avec douceur. Vita disait à Cassia ce que la jeune fille savait depuis longtemps. Vita semblait s'ennuyer beaucoup au manoir. Elle suivait Cassia partout où elle allait. Une fois de plus, elle raconta l'histoire de Chester qui s'était battu avec elle. Cassia se rend compte qu'elle n'éprouve plus de jalousie. Elle ne se soucie pas de la relation entre son conjoint et Vita. Cassia a décidé d'attendre que son conjoint et Vita commencent à se rencontrer en secret. C'est alors qu'elle interviendra dans leur relation. « Cassia, regarde! Une femme est sortie du bureau de Chester !» s'exclame Vita. « Attendez, qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» cria Vita à la femme. « Je me promenais dans le domaine et je me suis perdue. » La femme lui répond. « Que faisiez-vous dans le bureau du baron? Répondez-moi vite !» Vita cria et attrapa la femme par le manteau. Cassia décide d'intervenir. Elle ordonne à Vita de lâcher le manteau. Si cette femme est ici, c'est qu'elle est une invitée du domaine. Et elle doit être traitée avec respect. Mais cette femme est extrêmement suspecte. Je devrais voir son visage. Vita s'obstine. C'est une prostituée célèbre. Cette courtisane est connue dans toute la capitale. Cassia, tu ne la connais pas? Elle peut se vendre à n'importe quel aristocrate pour de l'argent, cria Vita après avoir retiré le mouchoir de la tête de la femme. Comment oses-tu dire cela de moi? Et même si je suis venue ici pour gagner de l'argent et m'amuser, de quel droit me juges-tu? Outré contre Florent. Je devrais probablement m'expliquer avec vous. Je comprends que la femme du baron et ses serviteurs se tiennent devant moi. Le fait est que je suis ici à la demande de votre majordome. Et oui, j'ai rencontré le baron, mais nous n'avons fait que nous fréquenter. Puisque vous avez été invité par notre majordome, nous n'avons rien à vous reprocher. Et si vous vouliez partir, vous pouvez le faire. Vita ne vous dérangera plus. Avec un léger sourire, Cassia lui répondit. « Non, pas du tout. Je ne vais pas la laisser partir comme ça. » Vita hurle et s'accroche aux cheveux de Florent. Une bagarre s'ensuit. Cassia se précipite sur les filles pour les séparer. Pendant le combat, quelqu'un a accidentellement poussé Cassia. La jeune fille a eu de la chance, car elle a été ramassée par le baron qui est apparu à temps. « Tu vas bien? Tu es blessée ?» demande le conjoint de la jeune fille. « Je ne vais pas bien !» s'écrie Cassia. Elle se tourne vers Vita et lui ordonne bruyamment d'arrêter. « Je vous ai ordonné d'arrêter à plusieurs reprises. Pourquoi ne m'obéis-tu pas? Tu te crois la maîtresse de cette maison ?» demande Cassia d'une voix rageuse. « Je comprends que le baron vous considère comme sa famille. Par conséquent, je tolérerai votre présence dans la maison. Mais vous devez comprendre qu'il faut parfois faire preuve de modestie et ne pas s'immiscer dans les affaires des propriétaires de la maison. Je ne resterai pas les bras croisés à observer votre comportement rustre. Non seulement vous avez attaqué notre invité, mais vous essayez de défier mon autorité. Je ne peux pas laisser passer cela plus longtemps. Si je laisse les choses en l'état, personne ici ne me prendra au sérieux. Il y a toujours quelqu'un qui te couvre, alors tu es trop arrogant. Et ce qui est embêtant, c'est que je ne peux pas te mettre dehors, dit Cassia en se tournant vers son conjoint. Mais souviens-toi que si je le veux, tu quitteras cette maison. J'ai été très indulgente avec toi. Mais est-ce que j'ai l'air d'être ta petite amie? Hurle Cassia à Vita. Baronne, je me suis trompée. S'il vous plaît, dites quelque chose à la dame. Je l'ai fait pour vous et votre consort, demanda Vita à Chester. Les larmes coulaient sur les joues de la jeune fille. Mademoiselle Vita, je pense que vous devriez obéir aux ordres de votre maîtresse. Retournez donc dans votre chambre, s'il vous plaît, dit le majordome à la jeune fille. Je ne comprends pas pourquoi il y a un tel scandale pour une telle bagatelle. Après tout, il est courant que les aristocrates invitent des femmes chez eux, dit Florent en se recoiffant. Chester a tenté de rassurer son épouse. Il dit qu'il y a eu un malentendu. Cassia était catégorique. Elle voulait que Veta soit hors de sa vue le plus loin possible.
Chester voulait parler à son épouse de ce qui s'était passé. Il a été surpris par le comportement de la jeune fille. Après tout, avant son mariage, elle était tout à fait différente. Son caractère avait-il changé à ce point en un jour? « C'est ma faute, je suis désolé !» dit Chester d'une voix calme. Il n'avait pas l'habitude de s'excuser auprès des autres. Cassia est surprise par le comportement de son mari. Non seulement il a pris son parti dans le conflit avec Vita, mais il est venu s'excuser auprès d'elle. « Vous voyez, j'ai rencontré mademoiselle Florence sans intentions étranges. Certaines circonstances ont surgi dans ma vie. » Chester se mit à marmonner pour lui-même. « Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi. La raison pour laquelle mademoiselle Florent est venue vous voir ne m'intéresse pas. Je suis plus préoccupée par la hiérarchie du domaine du baron. Je n'aime pas que mademoiselle Vita me prenne de haut, alors que je suis la maîtresse de maison, » lui répondit Cassia. « J'aurais dû vous parler de Vita tout de suite. C'est une amie proche. » Chester commence à se justifier. « Votre relation ne m'intéresse pas. Je suis le 2e dans l'ordre de succession, et je dois donc bénéficier d'un respect particulier. Je n'aime pas voir mon conjoint incapable de gérer ses hommes. Et n'oubliez pas que je ne me mêle pas de votre vie privée. Faites ce que vous voulez. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas laisser un roturier agir avec arrogance devant moi, » demanda Cassia à son époux. Lorsque le majordome entre dans le bureau du baron, il voit l'homme allongé sur les papiers. Il a vu l'homme allongé sur les papiers. Chester était très contrarié. Il était attristé par le fait qu'il décevait constamment sa femme. Le baron voulait sincèrement faire plaisir à la jeune fille. Cassia savourait son thé lorsqu'un majordome entra dans sa chambre. Il lui tendit une lettre. C'est Lord Gavelon qui l'a envoyée. Dans cette lettre, il demandait à la jeune fille si elle aimait son mari. Était-elle heureuse de vivre au manoir? Dans une vie antérieure, Cassia avait ignoré la lettre du Seigneur. Après cela, leur amitié de longue date a pris fin. À l'époque, Cassia n'aimait pas que le seigneur Gavelon écrive à une femme mariée. Elle pensait que c'était un manque de respect envers son époux. « Paul, je veux répondre au seigneur. Alors préparez une plume et du papier. » La jeune fille décida, comme toujours, de faire autrement. Elle décida également d'inviter le seigneur à lui rendre visite. « Lord Gavelon est un vieil ami à moi. Veuillez prévenir mon mari de sa visite. » demande la jeune fille au majordome. Le mari de Cassia est entré dans la chambre de cette dernière. Il voulait discuter avec elle de l'audit foncier. La jeune fille accepta de visiter les terres, mais seulement après avoir discuté avec son vieil ami Lord Gavelon. « D'accord, comme tu veux !» Son conjoint lui répond brièvement. « Si c'est fini, tu peux partir. Je suis fatiguée et j'ai envie de dormir !» dit Cassia à son mari. Cassia et Chester s'avancèrent sur le seuil de leur propriété. Lord Gavelon devait arriver à la maison dans quelques minutes. Cassia dit à Chester qu'elle n'a pas vu le seigneur depuis des années. Ils avaient été de bons amis dans le passé. « Es-tu sûr qu'avec le seigneur, nous n'étions que des amis ?» demande l'époux de la jeune fille. « Si ce n'est pas un ami, alors qui l'est? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es jaloux? Tu penses que je suis une femme aux mœurs légères ?» La jeune fille décide de clarifier les choses avec lui. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi vous expliquer !» s'exclame Chester avec effroi. « Oh, regardez, le seigneur arrive !» s'exclame Cassia sans laisser parler son mari. Un grand carrosse richement décoré s'approche du manoir. Lord Haviland en descendit. Il avait une posture majestueuse et des manières raffinées. Chester se rend compte qu'il est en train de perdre face à lui. Il se rend compte que, bien qu'il ait le titre de baron, il reste un roturier dans l'âme. Il ne sait pas se comporter comme un véritable aristocrate. Il est étranger aux manières raffinées. Avec un effort de volonté, Chester sourit et salue Lord Gavelon. Lord Gavelon salua sèchement le baron, puis serra Cassia dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué que j'ai cru que j'allais mourir !» s'exclame le seigneur. « Je vous demanderai de rester calme !» s'écrie Chester en saisissant le bras du seigneur. « Baron, cela fait longtemps, alors le seigneur Gavelon est très heureux de me voir. » Il ne pouvait pas se contenir de joie. Avant de venir à Grise, je ne pouvais même pas leur dire au revoir de façon acceptable, car j'étais occupée à hériter du titre, explique Cassia à son époux. Et pourtant, je dois faire la part des choses. Je ne suis plus la fille d'un comte, mais une dame de la maison Grise. Par conséquent, Lord de Gavelon, faites preuve d'un peu de courtoisie. Vous avez raison. Je dois m'excuser auprès du baron, dit le seigneur en souriant.
Cassia ne s'attendait pas à revoir son amie. Beaucoup de choses différentes s'étaient produites dans sa vie. Elle voyait même le Seigneur un peu différemment maintenant. Soudain, le Seigneur pleure. Il n'arrivait pas à croire que Cassia était devenue une femme mariée. Il était également troublé par le fait que son mari était un roturier ordinaire qui avait reçu un titre pour avoir gagné des batailles militaires. Le Seigneur pensait que Cassia méritait plus que cela. « Tu ne devrais pas dire ça! Je suis heureux de vivre sur ce domaine. J'aime les gens qui vivent sur ces terres. Ils travaillent dur l'été pour avoir de quoi manger l'hiver. » La jeune fille se rendit à la défense de son mari. « Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien dans cet endroit. Et je ne comprends pas en quoi vous êtes lésé d'avoir été donné en mariage à un roturier. D'ailleurs, si votre mari est vraiment un héros de guerre, pourquoi lui a-t-on donné de si mauvaises terres? Quant à votre mari, il a passé de nombreuses années sur le champ de bataille. Cela l'a-t-il rendu grossier et cruel? Comment vous traite-t-il? Ne vous frappe-t-il pas accidentellement? » Le Seigneur se contenta d'inonder la jeune fille de ces questions. « Pouvons-nous changer de sujet? Pourquoi on continue à parler de moi ?» Cassia tente de s'éloigner de cette conversation désagréable. « D'accord, parlons d'autres sujets. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Il te plaira sûrement, » dit le Seigneur en fouillant dans sa valise. « N'oubliez pas que mon père a travaillé dans l'industrie de la magie pendant un certain temps. Sus efforts ont enfin porté leurs fruits, » s'exclama joyeusement Lord Gavelon. « Prends-la, elle est à toi maintenant, » dit le Seigneur en tendant la pierre orange à Cassia. Il existe une opinion selon laquelle la magie était pratiquée dans les temps anciens. Il y a bien longtemps, il y avait de puissants magiciens, mais ils ont peu à peu disparu sans laisser de traces. Il ne restait que des pierres précieuses de mana. En l'absence de magiciens, elles se comportaient comme des pierres ordinaires. Il y avait de grandes quantités de gemmes de mana dans les terres de la famille Gavelon. C'est pourquoi une grande guerre éclata. Des années plus tard, le mari de Cassia, le baron Grise, envoya lui aussi ses troupes sur les terres de Gavelon. Chester avait même reçu une pierre en récompense de ses exploits au combat. Il espérait que la valeur des pierres monterait bientôt en flèche. Un majordome frappe à la porte. Il demande à Cassia et à son invité de descendre. Le baron les invite à dîner. La table est remplie de mets divers, ce qui surprend Cassia. D'habitude, son mari déjeune très modestement. Du sucre et du lait sont servis sur la table. C'était un luxe dans la propriété des Grises. « Baronne, pourquoi examinez-vous si attentivement la nourriture? Pourquoi semblez-vous si surprise? Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas sur cette table? Ou bien le baron ne vous a-t-il pas offert des repas aussi somptueux depuis votre arrivée ici? » Le Seigneur commença à poser des questions. Vous saviez que la baronne n'était pas difficile avec ses serviteurs. Elle ne s'est donc jamais plainte de la nourriture. S'il s'agit d'un repas courant pour le baron, il est probable que la baronne mange différemment, s'exclama le Seigneur Gavelon en se tournant vers le baron Grise. Lord Gavelon, je devrais probablement vous parler de la situation à Grise. Le fait est que la terre est stérile et désolée. La plupart des habitants ne peuvent même pas penser à une nourriture luxueuse. Cassia lui répondit. « Mon épouse et moi pourrions faire de nombreuses fêtes. Mais cela n'en vaut pas la peine quand les gens ordinaires meurent de faim. Et même si mon mari voulait me gâter, je refuserais. » Chester regarde son épouse avec surprise. Il est heureux qu'elle ait pris son parti. « Je remercie notre cuisinière d'avoir dressé une table aussi somptueuse à l'occasion de l'arrivée de ma chère amie, » poursuit Cassia. « Merci beaucoup, maîtresse. Je suis très heureuse d'entendre vos louanges. » Remercie la jeune fille à la cuisinière. Cassia remercie également son époux. Elle était heureuse qu'il ait organisé un festin en l'honneur de l'arrivée de son ami. Il n'avait pas ignoré le Seigneur, mais lui avait offert l'hospitalité. « Et je serais ravie que vous disiez moins de choses comme ça !» dit Cassia à un Lord Havelon maîtrisé. « Tu as raison, je me suis un peu trop permis et j'ai été trop audacieux. » Avec un sourire, le Seigneur répondit. Chester regardait son épouse marcher. Aujourd'hui, Lord Gavelon avait repris sa place. Le baron devait se contenter d'avoir une belle et gentille épouse. Il n'avait pas encore réussi à communiquer correctement avec elle. « Paul, as-tu remarqué que mon épouse s'habille plutôt légèrement? Elle a beaucoup de vêtements révélateurs ?» demande le baron au majordome. « C'est probablement parce qu'elle est venue à Grise d'une région plus chaude du pays.
Elle n'a tout simplement pas de vêtements chauds. Elle n'est pas encore habituée à nos hivers rigoureux. Le majordome lui répond. Alors il faudra lui acheter un manteau chaud. Maintenant, va voir la baronne et dis-lui que dès qu'elle aura froid, qu'elle rentre à la maison. Elle pourrait tomber malade dans ses vêtements légers. Ordonne Chester, le majordome. Le majordome propose au baron d'aller lui-même voir sa femme. Ce serait plus approprié. Le majordome conseille également à Chester d'exprimer ses sentiments plus sincèrement. S'il aime son épouse, cela vaut la peine d'en parler. Le majordome se désole d'être le seul à savoir que ce monsieur tient vraiment à sa femme. Il demande au baron d'être plus honnête avec sa femme. Il conseille également au baron d'emménager dans la chambre de sa femme. Le baron a répondu au majordome qu'il ne pouvait pas encore s'installer dans la chambre de sa femme. Elle est plutôt froide avec lui. Elle est toujours en train de lui chercher des défauts et d'en parler bruyamment. « Mais vous devez quand même vous rapprocher de votre épouse d'une manière ou d'une autre. Vous devez apprendre à lui parler ouvertement. Si vous partagez la même chambre, vous vous habituerez plus vite l'un à l'autre », explique le majordome à Chester. Chester hésite un peu. Il ne pouvait pas s'imaginer entrer dans la chambre de sa femme et dire qu'il allait vivre ici maintenant. « Cassia, je suis désolée si je me suis trompée. Je ne suis pas un étranger pour toi, je suis l'un de tes amis les plus proches. Et voilà que tu te ranges du côté de ton mari, alors que tu le connais depuis moins d'1 mois, dit le seigneur en faisant les 100 pas à la suite de la jeune fille. Ce n'est pas moi, c'est toi! C'est toi qui t'es ridiculisé! Que vont penser de toi le baron et ses subordonnés? S'exclame Cassia. Je me fiche complètement de ce que ces gens pensent de moi. Je veux juste que vous viviez dans de bonnes conditions. Ce domaine est très modeste et il est situé sur une terre pauvre, lui répond le seigneur. Brian, pourquoi ne peux-tu pas encore te rendre compte que je ne suis plus la fille du comte Ruberno? J'ai épousé le baron et je vais vivre ici avec mon époux. Pourquoi agis-tu de manière aussi immature? La jeune fille lui répondit avec défi. Tu ne vis ici que depuis quelques semaines et tu as déjà tellement mûri. Tu te comportes comme une femme sage, lui répondit Brian. La jeune fille ne pouvait pas lui avouer qu'elle vivait déjà dans ce domaine depuis plus de 10 ans et qu'elle était déjà habituée à tout. Lord Gavlon a dit à Cassia qu'il voulait son soutien. Il a besoin de son aide pour une chose. Le seigneur sortit un morceau de papier sur lequel figurait une inscription dans une langue ancienne. Ces mots sont gravés sur l'une des gemmes de manne. Je crois qu'elle contient une sorte de magie. Ces symboles sont très difficiles à traduire pour moi. Je n'ai personne à qui demander, car je ne fais confiance à personne. Tu es mon seul véritable ami. Mystère, pour ceux qui en ont besoin, offert au dieu Guanmen. La magie qui pouvait faire jaillir la lumière a été scellée. Une lumière sans espoir dans les ténèbres. Trop de regrets pour une créature aussi faible. Je te donnerai une chance de te repentir. J'en paierai le prix fort. La jeune fille commença à traduire. J'ai toujours été étonnée de voir que vous pouviez traduire des langues anciennes et comprendre des symboles magiques. Merci de traduire, même si rien n'est clair. J'espère que l'industrie de la magie recommencera à prospérer, s'exclame Brian. Je devrais probablement demander à Chester de faire arpenter les terres demain, se dit la jeune fille en enfilant sa robe de chambre. Il y eut un bruissement à l'extérieur de la porte. Soudain, la porte s'ouvrit et Chester entra dans la pièce. « Comme tu m'as fait peur !» cria Cassia, effrayée. Puisque son mari était venu la voir, Cassia décida de lui parler des terres maintenant. Elle proposa de faire l'enquête demain sans attendre le départ du seigneur Gavlon. Elle pensait que le seigneur ne resterait que quelques jours, mais il voulait rester 2 semaines. « Vous ne voulez probablement pas vous séparer de lui après tout ?» demanda Chester. La jeune fille l'ignore. « Alors, pourquoi es-tu venu dans ma chambre ?» demanda Cassia à son époux. Le baron lui répondit qu'il pouvait venir chez sa femme quand il le voulait et qu'il n'avait pas besoin d'une invitation spéciale. « Ça ne me dérange pas. Tu peux venir quand tu veux. C'est juste que c'est le milieu de la nuit. Pourquoi as-tu décidé de venir me voir si tard? Cherchez-vous vraiment l'intimité ?» demande le baron Cassia. Chester se figea silencieusement sur place. Il était juste venu pour socialiser. Il décida de suivre le conseil du majordome. « Eh bien, puisque tu le veux, » dit Cassia en enlevant sa robe de chambre. « Tu m'as encore mal compris. Je veux juste dormir dans le même lit que toi d'abord. Je veux mieux te connaître, » s'écrie Chester. « Comme vous voulez, » lui répondit Cassia en prenant place sur le bord du lit. « Et si tu as quelque chose à me dire, dis-le, ne te tais pas.
demande la jeune fille à son époux. Au fait, comment va Vita? Je ne l'ai pas vue depuis cet incident. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Est-ce qu'elle s'est beaucoup offusquée de moi? Demande Cassia à son conjoint. Vous ne comprenez pas ma relation avec Vita. Je t'ai dit à plusieurs reprises que nous n'étions que des amis. Je la vois comme une petite sœur, rien de plus, cria Chester en sautant sur le lit. Et pour demain, tu ferais mieux de t'habiller en fonction du temps parce que l'hiver arrive bientôt. J'ai demandé à Paul de te trouver des vêtements appropriés. Tu seras mieux habillé demain. Chester se penche sur sa femme, qui dort profondément. La jeune fille lui fait penser à un ange descendu du ciel. Il voulait vivre une longue et heureuse vie avec elle. « Baron et maîtresse, pourquoi avez-vous fait tout ce chemin pour voir notre misérable petite ville ?» La femme se lamente en courant vers le couple. « Pourquoi appelez-vous votre ville misérable? Elle est très accueillante. Et vous avez des plats cuisinés qui sentent très bon ici. » Cassia se souvenait de cette femme. Dans une vie antérieure, elle avait souvent eu affaire à elle. Cette femme était une travailleuse acharnée, mais elle était malheureusement tombée malade et était morte. Cassia a mis une bague dans la main de la femme. Elle lui a demandé de la vendre et d'utiliser l'argent pour acheter de la nourriture pour l'hiver. Elle a demandé à la femme de prendre soin de sa santé et de bien manger. « Maîtresse, je ne peux pas accepter un cadeau aussi cher !» s'écrie la femme. « Chérie, partons vite d'ici. Je ne veux pas que cette femme me rende la bague. Je veux qu'elle reste sur ses mains !» demanda Cassia à son conjoint en lui attrapant la main. Chester a été très surpris. Cassia l'a appelé Cher pour la première fois. « Baronne !» Un homme à la fine moustache se précipite vers le couple. Il se présenta sous le nom de James. Il dit qu'il vit dans le royaume voisin de Calypsum. L'homme dit qu'il voulait créer une entreprise, mais qu'il n'avait pas assez d'argent. Il a demandé à Cassia des fonds pour l'investissement initial. « Regardez ce que j'ai! Je crois qu'avec le temps, mes affaires vont prospérer !» James sort une perruque rouge de son sac. « Prenez vite vos déchets hirsutes et sortez d'ici !»« Pourquoi vous en prendre à ma femme ?» s'écrie Chester avec colère. L'homme rétorque qu'il ne s'agit pas de déchets, mais de vrais cheveux humains. « Vous êtes donc un trafiquant de cheveux de femme ?» Le baron, outré, saisit son épée. « Chérie, arrête d'être nerveuse. Regarde comme tu es mignon !» Cassia dit à son mari et lui met la perruque sur la tête. La jeune fille explique à son mari qu'avec le temps, les perruques seront très demandées. Le commerce de l'homme allait en effet prospérer. « Je suis d'accord pour te donner de l'argent, mais toi et moi, nous ferons en sorte de signer un contrat, » dit Cassia à James. Cassia a décidé qu'elle réussirait dans les affaires en aidant les fermiers à gagner plus d'argent en vendant leurs produits. Elle savait que Raphaël, qui venait de naître, hériterait un jour des terres. Cassia voulait que C.S. Terre soit vraiment riche à ce moment-là. Cassia se remet à traduire les anciennes inscriptions. Elle voulait comprendre ce qui était écrit sur les pierres. « Chère épouse, c'est encore moi !» Cassia entend la voix de son mari derrière la porte. Cela la met un peu en colère. Il était passé hier. Allait-il maintenant venir la voir tous les soirs? Cassia est obligée de sourire. Elle fait semblant d'être heureuse de retrouver son mari dans sa chambre. « Je t'ai apporté un manteau d'hiver, » dit Chester. « Et pourquoi as-tu décidé d'acheter ce manteau ?» s'étonne la jeune fille. Dans sa vie antérieure, son conjoint ne lui avait jamais offert de cadeau. « Je voulais juste acheter un manteau pour ma femme qui a toujours froid. Y a-t-il quelque chose de spécial ?» lui demande le baron. Il demande à la jeune fille de ne pas le négliger, lui et ses cadeaux. « Je suis désolée si je vous ai offensé. J'ai juste été surpris. Je ne m'attendais pas à vous offrir un cadeau. » La jeune fille décida de calmer un peu le jeu. « Parfois, tu me parles comme si tu me connaissais depuis des années. J'ai l'impression que nous sommes mariés non pas depuis 1 mois, mais depuis plus de 10 ans, » s'indigne Chester. « Se pourrait-il que dans cette vie, mon conjoint ait aussi changé? Il est devenu complètement différent. Il est plus attentionné, plus doux, plus timide même. Avant, je ne parlais jamais à mon conjoint. Il venait rarement dans ma chambre, » se dit Cassia. « Je vais dormir !» annonce Chester et commence à faire le lit. « Cassia, laisse-moi te prendre dans mes bras. » La jeune fille entendit la voix de son mari à travers son sommeil. « Vous et moi sommes un couple marié, pourquoi demander une telle chose ?» demanda Cassia, surprise. « Premièrement, je ne sais pas si vous serez à l'aise. Deuxièmement, au CEAS où tu serais contre les câlins, » explique l'époux de la jeune fille. « Bien sûr que tu peux me faire un câlin, » répondit Cassia. Chester prit une grande inspiration et attira la jeune fille à lui.
Cassia ne pouvait pas croire qu'un jour elle serait couchée dans les bras de son époux. Lorsque la jeune fille a vu le baron pour la première fois, elle l'a beaucoup aimé. Chester avait l'air d'un homme vraiment brutal. Il était rude, dur, parfois même cruel. La jeune fille est attirée par l'indifférence de son regard. Cassia se rend compte que son mari ne lui semble qu'indifférent et cruel. En fait, elle ne le connaissait même pas. Il s'est avéré que Chester était timide lorsqu'il s'agissait de serrer sa femme dans ses bras. Il ne savait pas du tout comment montrer ses sentiments et était très timide à ce sujet. « Chester, promets-moi que lorsque nous aurons des enfants, tu les entoureras d'un immense amour paternel. Tu prendras soin d'eux, tu répondras à leurs moindres désirs. Ils n'auront pas peur de te demander de l'aide. » demande Cassia à son époux. « Je le promets !» son mari lui répond en chuchotant. Chester se réveille avec Cassia qui appelle Raphaël dans son sommeil. Elle a dit qu'elle l'aimait beaucoup et qu'il lui manquait énormément. Cassia rêvait d'une vie de couple heureuse. Elle rêvait d'une famille unie depuis son enfance. Pendant 10 ans, elle a voulu que Chester soit un mari aimant et un père attentionné. Cassia se redressa brusquement sur le lit. Le lit à côté d'elle était vide. « Vous êtes-vous disputé avec votre maîtresse pour décider de quitter le domaine de toute urgence ?» demande le majordome à Chester. « Nous allons bien. C'est juste une affaire urgente qui s'est présentée, » lui répond le baron. Chester a passé toute la matinée à se demander qui était ce mystérieux Raphaël que sa femme aimait tant. Serait-il une sorte de noble ou son premier amour? Je me demande si Lord Gavelon est au courant de la présence de Raphaël dans la vie de Cassia. Je suis tellement pathétique. Je devrais aller me battre. Ça m'aidera à ne pas penser à Cassia pendant un moment, se dit Chester. Vita fait irruption dans la pièce. La jeune fille était extrêmement furieuse. « Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu m'expulser de ce domaine? Tu as perdu la tête. Comment as-tu pu laisser une autre femme s'immiscer dans notre relation ?» s'écrie Vita à haute voix. Paul prend la main de la jeune fille. Il veut l'entraîner hors du bureau. « Pourquoi reste-t-elle collée à toi comme une sangsue? Pourquoi ne peux-tu pas apprivoiser ta femme? Mes parents t'ont demandé de prendre soin de moi et tu me mets à la porte. Tu vas les décevoir au plus haut point. » Vita continua à crier. Vita a grandi comme une noble dans un petit village. Chester était pour elle un jouet vivant. Il travaillait pour les parents de Vita et devait donc satisfaire les caprices de la jeune fille, même les plus absurdes. Chester est devenu mercenaire pour échapper à cette vie. « Chester, choisis, moi ou elle ?» demanda Vita. Paul dit qu'il est fatigué d'écouter l'humiliation du monsieur. Il demande à Vita de partir. Le majordome ouvrit grand la porte du bureau. Il ne s'attendait pas à voir Cassia sur le pas de la porte. « Je suis venue parler au baron, mais je crois que je l'ai interrompu !» rapporte Cassia au majordome. Cassia a dit qu'elle reviendrait un peu plus tard. Elle se dépêche de retourner dans sa chambre. « Cassia !» cria Chester à son épouse. Elle avait sans doute encore mal compris la situation. Le baron allait devoir à nouveau se justifier auprès d'elle. Ce n'était pas sa faute, comme toujours, c'était celle de Vita. « Quel genre de relation ont-ils ? Elle lui fait choisir !» se dit Cassia en faisant claquer ses talons sur le carrelage du couloir. Chester s'est précipité sur la jeune fille et l'a serrée fort dans ses bras. Il lui demande de ne pas partir, d'écouter ses explications. « Je ne vais nulle part, à toi de me le dire !» lui répondit la jeune fille en se dégageant de l'étreinte. « Je te choisis !» s'exclame joyeusement Chester. La jeune fille rit aux éclats. Aujourd'hui, son mari la surprend par son comportement. « Chester, comment as-tu pu ?» Vita apparaît à côté du couple. « Ne m'appelez jamais par mon nom. Pour vous, je suis un baron ou un seigneur. Il est grand temps de rompre cette relation. Je ne suis plus votre esclave ou votre serviteur. C'est votre faute si mon attitude envers vous a changé radicalement. Tu as dépassé les bornes. » Chester lui répondit en gros. « Je ne veux pas que tu sois la raison pour laquelle nous continuons à nous disputer avec mon épouse. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. Je te le dis sérieusement. » « Ne finirez-vous pas par regretter ce que vous avez dit ?» demande Vita au baron. « Est-ce que je vais le regretter ? Non, je pense que ce sera la meilleure chose que j'aurai jamais faite de ma vie, » dit Chester en se frottant le cou. Cassia est surprise par la tournure des événements. Dans sa vie précédente, c'est elle qui avait poussé son mari à demander à Vita de quitter le domaine. Dans cette vie, il l'a chassée lui-même, et assez rapidement. Cette fois, il choisit son épouse. Une fois Vita sortie, Chester se tourne vers sa femme.
Il était gêné devant elle. Il ne voulait pas que la fille le voie se disputer avec Vita. « Allez, ma chérie! Il y a longtemps que ça dure! Je n'aurais pas dû te déranger! D'ailleurs, pourquoi es-tu venue me voir ?» demande Chester en passant son bras autour des épaules de son épouse. « Le Seigneur en a marre de rester tout le temps au manoir, alors je voulais vous demander de me faire visiter le domaine, » répondit Cassia à son époux. « S'il s'ennuie avec nous, il peut rentrer chez lui tout de suite. Est-ce qu'il explique pourquoi il est ici depuis si longtemps ? Ce n'est pas à cause de toi qu'il est retardé ?» demande Chester avec colère. « Je tiens à vous prévenir que je pars demain. Le vicomte Winchester a demandé mon soutien. Les barbares ont envahi une partie de ses possessions et ont fait beaucoup de dégâts. Il a promis de me verser une grosse somme d'argent pour ce voyage, » dit Chester. Cassia se souvenait qu'à cette époque, son mari partait pour son premier voyage d'affaires. Par la suite, ils ne se verront que très rarement. Cassia a demandé à son mari de ne pas partir. Elle comprend qu'il veuille gagner plus d'argent, mais ce n'est pas une question de bonheur. Elle ne veut pas rester au domaine sans lui. Comprenez-moi bien, je veux créer pour vous les conditions auxquelles vous êtes habitués à la maison. Je sais qu'en tant que fille d'un comte, vous avez toujours mangé du bœuf et du porc. Vous aviez toujours du lait et du sucre sur votre table. Pour acheter tout cela, je dois gagner de l'argent tout le temps. Je te vois toujours vouloir rentrer à la maison. Tu regrettes de m'avoir épousée, dit Chester en se détournant de son épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai l'habitude de vivre ici. Qu'est-ce qui te fait croire que je n'aime pas être ton épouse? Lui demande Cassia. Alors réponds-moi, qui est ce Raphaël qui te manque tant? D'une voix rageuse, son époux interroge la jeune fille. Comment as-tu su pour Raphaël? Demanda Cassia, pâle, dans un murmure silencieux. Je ne te juge pas. Peut-être qu'il y a longtemps, tu as aimé ce Raphaël. Ce n'est pas de ta faute, dit Chester d'une voix calme. La jeune fille a exigé de son conjoint qu'il lui avoue comment il avait découvert Raphaël au lieu de lui parler à tort et à travers. Chester a avoué à Cassia qu'il avait entendu ce nom de sa bouche. La jeune fille l'avait mentionné dans un rêve. Chester a demandé à sa femme d'essayer d'oublier Raphaël. Il la traiterait encore mieux. Il surpasserait ce Raphaël. Mais je ne pourrai pas oublier Raphaël. C'est le meilleur et le plus doux des hommes que j'ai rencontrés sur cette terre, dit Cassia d'une voix enjouée. Et en plus, pourquoi vis-tu avec une dame ventripotente comme moi? Demande Cassia. C'est une bonne chose que j'ai marmonné le nom de quelqu'un dans mon sommeil. Vous me traiterez encore mieux maintenant. Au fait, pourriez-vous reporter votre voyage d'une semaine? Le seigneur Gavelon vient séjourner chez nous. Si vous partez, je serai seule. Eh bien, puisque vous le demandez, je reste, s'exclame joyeusement Chester. Cassia a invité le majordome chez elle. Elle voulait discuter avec lui du prochain voyage du baron. Elle n'aimait pas l'accord qu'elle avait passé avec Winchester. Comme vous le savez, nous n'avons pas de chevalier rémunéré. Le baron achète toujours des mercenaires lorsqu'il part au combat. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas payer pour leur travail, dit Cassia. Vous avez tout à fait raison, gentleman travaille depuis longtemps pour la famille du vicomte Winchester. Cependant, ils continuent à dire qu'ils ne veulent pas dépenser beaucoup. Le majordome lui avoue. Alors s'il y a un désaccord monétaire, peut-être devrions-nous le régler? Pourquoi ne veux-tu pas soumettre cette idée au baron? Demanda la jeune fille. Le baron n'aime pas parler des problèmes des troupes, avoue le majordome. Alors je vais commencer la conversation moi-même, mais tu dois m'aider. Je ne peux pas le faire toute seule, dit Cassia au majordome. La jeune fille avait deviné dans sa vie antérieure pourquoi leur terre était si pauvre. Avec son mari, ils n'avaient jamais parlé de travailler ensemble. Les Winchester possèdent de vastes terres fertiles dans le nord. Par le passé, ils ont souvent été victimes de raids. Cet hiver, les Winchester ont été attaqués par un clan de racans. Ils étaient dangereux car ils pouvaient contrôler les monstres. Le clan n'était pas très grand, mais il représentait une menace sérieuse. S'il occupait une terre, il était presque impossible de le chasser par la suite. Ils avaient des monstres de 2 mètres de haut qui ressemblaient à des loups. 6 monstres avaient de longues dents acérées. Les Winchester n'ayant pas de chevaliers, ils font appel à des mercenaires. Par les temps qui courent, Chester, qui ferait n'importe quoi pour de l'argent, était la meilleure option pour eux. Cassia décide d'envoyer une lettre au directeur de la maison Winchester. La jeune fille écrit que son avance ne peut même pas couvrir les salaires des soldats engagés. Pour Cassia, le marché n'est pas équitable.
Elle demande à la Winchester de reconsidérer sa demande. Winchester jette rageusement la lettre en direction de son domestique. Il est agacé par le comportement de la jeune fille. De quel droit lui disait-elle qui et combien il devait payer pour obtenir de l'aide? Peut-être que la fille a raison. S'ils avaient assez d'argent, pourquoi aurait-elle envoyé cette lettre? Et en plus, il est de son devoir de régler les affaires internes. Le serviteur dit d'une voix douce. « Je parlerai à ce renard face à face. Je la rendrai malade d'être indiscrète. » Le chef de la maison Winchester se frotte les mains. « Je te conseille de ne pas t'engager avec cette fille. Nous pourrions avoir des problèmes plus tard à cause d'elle. Et nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle pourra s'immiscer dans les affaires de son mari. » Le serviteur avertit le gentleman. « Je crois qu'un face-à-face n'est pas de bon augure. J'ai envie de vous donner un conseil, » dit le majordome à Cassia. « Veut-il vraiment me faire changer d'avis ?» se dit la jeune fille. Après cette lettre, j'ai eu l'impression que Winchester me sous-estimait. Si cela s'était produit il y a 10 ans, on nous aurait peut-être volé de l'argent. Mais cela ne risque pas d'arriver maintenant. Winchester n'est pas du tout un négociateur. Je vais écrire à Winchester que je veux venir en personne et dire au baron que c'est Winchester qui nous a invités. Dites aussi au baron que je partirai aussi en campagne avec lui, ordonna la jeune fille au majordome. Ce n'est pas possible! Elle ne viendra jamais avec moi dans un pays plein de monstres. Et elle n'ira pas à la maison Winchester. Il y a déjà un clan Rackham qui sévit près de leur palais, cria Chester en colère après avoir écouté le majordome. Je suis inquiet pour mon épouse. J'ai l'impression que dès qu'elle verra le monstre, elle s'évanouira immédiatement. Brian, il faut que je vienne te voir, dit la jeune fille en frappant à la porte de son invité. Cassia, j'ai décidé de retourner à mon domaine demain. J'ai des affaires importantes à régler, alors pardonnez-moi. Le seigneur Gavelon s'est excusé d'une seule voix. Au fond d'elle, Cassia était soulagée, mais elle essayait de ne pas le montrer à son invité. Elle demanda à Brian pourquoi il partait si vite. S'était-il passé quelque chose de grave? On m'a dit qu'une des gemmes de mana avait disparu. Et je ne comprends absolument pas comment elle a pu disparaître, puisque j'ai placé toutes les gemmes de valeur dans la forteresse de Gavelon. Nous n'avons jamais utilisé de gemmes puissantes. Nous n'avons utilisé que des pierres faibles. « Et quelle magie contenait la pierre volée ?» demanda la jeune fille. Cette pierre portait un signe ancien gravé dessus. Brian tend un morceau de papier à la jeune fille. « Donnez une chance au pénitent qui est plein de regrets. Le dieu de l'opportunité acceptera le prix de la faveur accordée, et tu auras une chance de te repentir. » La jeune fille lit à haute voix. « Brian, cette pierre pourrait-elle disparaître après usage ?» demanda Cassia. « Le Seigneur n'exclut pas cette possibilité. Je pense que quelqu'un a eu vent du pouvoir de la pierre et l'a volée. La personne qui a volé la pierre veut changer quelque chose dans sa vie. Il veut remonter le temps, » explique Cassia. « Tu penses que quelqu'un a pu utiliser la pierre après tout? Quelqu'un a pu aller du futur au passé ?» demanda Brian. « Ce n'est qu'une supposition. Tu as dit toi-même que tu ne pouvais pas utiliser les gemmes sans un mage, » lui répondit la jeune fille. Cassia pensa que la raison de son retour était probablement la gemme de mana. « Tu as fait le bon choix en décidant de rentrer à la maison. Tu as besoin de comprendre les choses par toi-même. N'oublie pas de me tenir au courant. » La jeune fille demanda à Brian. « La situation est assez dangereuse dans les terres de Winchester en ce moment. Vous accepterez donc l'invitation dès que la situation se sera stabilisée. Si tu veux te rendre là-bas, j'essaierai d'arranger les choses au plus vite, » dit Chester à son épouse. « Mais il est impoli de refuser une invitation personnelle, n'est-ce pas? Il faut y aller ?» insiste Cassia. « Restez chez vous, je me débrouillerai tout seul. » Le baron n'en démord pas. « Et les mercenaires? Aurons-nous l'argent pour les payer ?» demande Cassia. « Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Ce sont mes problèmes et je les résoudrai moi-même. Et ne me mets pas la pression. Je ferai ce que j'ai à faire, » lui répond son conjoint. « Le baron n'a donc plus besoin de mon aide ?» demande Florent au majordome. « Veuillez nous excuser. Nous allons compenser votre dur labeur en termes monétaires. » Paul lui répond. « Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà reçu un bon acompte. Alors je vais laisser mon cadeau et rentrer chez moi, » dit Florent en posant une sorte de boîte sur la table. Le majordome a ouvert une boîte contenant des chocolats. La courtisane dit que CS Chocolat se marie mieux avec le vin, mais elle espère que le baron se débrouillera tout seul. Cassia décide alors de s'adresser à son mari. Ce soir-là, elle frappa à la porte de sa chambre.
Chester est surpris de voir son épouse, mais l'invite tout de même à entrer. Il avoue à la jeune fille qu'il avait l'intention de venir la voir ce soir. « Alors on va changer un peu le scénario. Je dors dans ta chambre ce soir », répond Cassia en entrant dans la chambre. « Lord Gavelon part demain. Vous viendrez le voir, n'est-ce pas ?» demanda Cassia. « Par ailleurs, je souhaite vous reparler de l'indemnisation. Nous devons renégocier le contrat. Il est injuste, » dit Cassia. Chester n'apprécie pas qu'ils aient déjà parlé de ce sujet. Il ne changera pas d'avis. « Je n'apprécie pas le fait que rien dans le contrat ne garantisse votre sécurité. Je vous le dis franchement, si tu pars à la guerre et qu'il t'arrive quelque chose, que m'arrivera-t-il ?» demande Cassia à son époux. « Et si tu meurs, je resterai seule, avec tous nos problèmes. L'indemnité qui vous est promise ne permet d'entretenir le domaine que pendant 1 mois. Je pense que vous devriez augmenter le prix. Je veux que tu rentres sain et sauf, mais qui garantit la sécurité de sa vie sur le champ de bataille ? Et je ne dis pas cela pour moi, mais pour vous. N'oubliez pas que vous n'êtes plus un roturier, mais un noble responsable de ces terres et de son peuple. Je vois ce que vous essayez de me dire. » En baissant la tête, Chester dit « Maintenant que vous avez compris, puis-je accepter l'invitation de Winchester ?» demanda Cassia à son consort. Le baron lui répondit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. La seule chose, c'est que son voyage pourrait être extrêmement dangereux. Elle devrait garder cela à l'esprit. « Vous jugez mes actes ? Tu penses que je fais quelque chose de mal ?» demande Chester. « Non, je veux juste t'aider. Je veux que tu arrêtes d'avoir peur d'être un noble. Tu es un aristocrate maintenant, quel que soit ton passé. Les gens doivent te traiter avec respect. Tu devrais t'estimer toi-même !» s'exclame la jeune fille. « Je crois que contrairement à ceux qui héritent du statut de leurs ancêtres, ceux dont les succès ont été reconnus et célébrés sont beaucoup plus respectés. » Soudain, le regard de la jeune fille se pose sur une boîte de chocolat. Elle demande ce que c'est et d'où cela vient. « C'est mon cadeau pour toi !» dit Chester en s'asseyant sur le lit à côté de son épouse. « Quel délicieux chocolat !» s'exclame la jeune fille en mangeant le premier bonbon. « Tiens, goûte aussi !» Cassia tend le bonbon à son conjoint. Cassia s'est réveillée dans la nuit parce qu'elle était complètement essoufflée. Elle n'arrivait pas à respirer pleinement. Elle avait l'impression que la main de quelqu'un lui raclait la gorge. Tout, ce qui se trouvait dans sa bouche était brûlant. Un léger frisson la parcourait. Chester s'est également réveillé. Il était brûlant et avait des vertiges. « Où avez-vous trouvé ces chocolats ? C'est probablement ce chocolat qui est à l'origine de notre mauvaise santé !» s'exclame Cassia à son mari. « Tu crois ?» demanda Chester d'une voix calme. Un frisson le parcourut. « Va vite dans ta chambre! Je me sens un peu bizarre !» demande Chester à la jeune fille. « Mais je n'ai absolument pas la force de marcher jusqu'à ma chambre. Je me sens follement faible !» s'exclame Cassia. « Je suis désolée, c'est ma faute si tu as mangé ce bonbon !» Chester s'incline devant son épouse. Il avoue que ce chocolat a été apporté par Florent. C'était un cadeau de sa part. Cassia attira son mari contre elle et l'embrassa sur les lèvres. Il était l'homme parfait, même s'il était naïf. En regardant Cassia et Chester rire, Brian se dit qu'ils forment un couple assez étrange. La première fois qu'il les avait vus, il s'était montré très réservé. Aujourd'hui, ils se comportaient comme s'ils venaient de commencer à sortir ensemble. « Merci pour votre hospitalité. Je me suis sentie à l'aise dans votre maison. » Brian remercie le couple. « Brian, promets-moi de me tenir au courant pour cette pierre » demanda Cassia à Lord Gavelon. « Bien sûr que nous étions d'accord sur ce point, je m'en souviens » s'exclame Brian. Chester se demande sur quoi ils sont en train de se mettre d'accord. « Ne vous méprenez pas, c'est lié à la recherche sur les pierres magiques. C'est trop long à dire. Je te l'expliquerai plus tard. » Cassia lui répondit. Winchester sortit dans la cour pour saluer Chester et Cassia qui venèrent d'arriver. « Vous avez fait un long voyage, vous devez avoir faim. Veuillez donc vous mettre à table. » Le chef de la maison Winchester s'adresse aux invités. Il y avait une énorme quantité de nourriture sur la table. Il y avait plusieurs sortes de viande, un grand nombre de fromages. Chester n'avait pas vu une telle abondance de nourriture depuis longtemps. La jeune fille remarque le regard surpris de son conjoint. « J'ai eu l'impression que c'était la première fois qu'on vous accueillait de cette façon. Je croyais que vous aviez dit que vous travailliez avec les Winchester depuis des années. Vous avez sauvé leur maison de leurs ennemis à plusieurs reprises. Ne vous ont-ils jamais accueilli avec dignité ?»
Le fait est que nos emplois du temps n'allaient jamais coïncider. Je n'ai pas eu l'occasion d'organiser une fête en l'honneur de votre mari, et je suis heureux que les étoiles se soient alignées cette fois-ci. Winchester commence à se justifier. « Je suis honorée d'être ici !» s'exclame Chester. Cassia est agacée par le comportement de son mari. Ne voit-il pas la vérité de la situation? Il n'est pas traité avec le respect qu'il mérite dans cette maison. Il est simplement essuyé, utilisé. La baronne a personnellement envoyé une lettre au sujet du prix. Si ma réponse vous a dérouté d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse. J'aurais dû réfléchir avant de dire une telle chose, a déclaré Winchester. Vous avez raison, j'espère que cela ne se reproduira plus. Vous vous rendez compte que vous avez violé l'étiquette en traitant ainsi quelqu'un qui vous a servi fidèlement pendant toutes ces années. Cassia lui répond d'une voix calme. Vous semblez avoir accumulé pas mal de plaintes depuis le temps que nous travaillons ensemble, Baron. Winchester n'aimait pas la façon dont Cassia lui parlait. Chester n'a pas trouvé les mots pendant un long moment. Il ne savait pas quoi dire à Winchester sans le vexer. Il ne voulait pas non plus contrarier sa femme. Elle attendait de lui qu'il agisse avec détermination. Le baron n'a jamais exprimé son mécontentement à votre égard. Plutôt que d'envenimer le conflit, je pense que vous devriez vous excuser et proposer une meilleure compensation. Après tout, nous sommes tous des hommes d'affaires ici, n'est-ce pas? Cassia décide de venir en aide à son époux. « Je crois qu'il y a eu un malentendu !» s'exclame Winchester. « Quel malentendu ?» En tant que chef d'une maison noble, vous devriez savoir que la rémunération doit être égale au travail effectué, continua Cassia. Ne me dites pas que vous ne savez pas que mon mari a dû mettre sa vie en jeu. Vous ne voudriez pas cela pour lui, n'est-ce pas? J'admets que certains détails m'ont échappé. Winchester se rendit compte que la jeune fille avait un sens aigu des affaires. Et si elle avait une idée en tête, elle était sûre de la mener à bien. Winchester demanda au baron combien il voulait obtenir. « Je ne veux pas être impoli, mais j'aimerais savoir combien vous êtes prêt à offrir. » Chester lui répond. « Je peux doubler la somme !» répond irrité Winchester. Cassia pose sa main sur la jambe de son conjoint et sourit d'un air narquois. « Je ne pense pas que le baron se contentera de cette somme. Je pense qu'il est juste de se contenter de 10 lingots d'or. Vous en donnerez la moitié au début et l'autre moitié après une bataille réussie. » La jeune fille s'exclama. « La baronne est encore jeune et inexpérimentée. Elle n'en sait donc pas assez. Il est peu probable que nous nous mettions d'accord sur une telle somme. » s'exclama Winchester. Il s'étonne de l'insolence de la jeune fille. Avant que le garçon ne naisse chez les Ruberneau, Cassia a été formée pour devenir une future héritière. Son père lui avait toujours dit de ne pas sous-estimer son propre travail et de payer grassement celui des autres. Le but du trek est de détruire les monstres. Par conséquent, je pense que l'artiste peut fixer son propre prix pour chaque CAS individuel. Et pour être honnête, personne ne prendra la mallette avec le montant que vous avez proposé. Cassia lui répondit. « Je vous suggère donc d'y réfléchir davantage. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous déclinerons tout simplement votre offre. Nous vous serons seulement reconnaissants de nous avoir gracieusement permis de séjourner dans un si beau manoir. » Lorsque Chester se retrouve seul avec sa femme, il décide de lui faire part de ses craintes. Il craignait que Winchester refuse de coopérer et qu'il se retrouve simplement sans argent. Il demanda à sa femme de ne pas s'attarder sur le montant proposé. « Vous n'avez pas à penser que je suis cupide. C'est juste idiot d'aller à la guerre pour un salaire aussi dérisoire. Je pense qu'il est bon que la maison soit gérée par Paul. Si c'était toi qui gérais le manoir, il serait tombé en ruine en 1 an. » Cassia lui répondit tranquillement. Chester n'avait rien à dire à son épouse. Il ne savait vraiment pas gérer l'argent. Et c'était la première fois qu'il se retrouvait dans une telle situation. Il n'avait jamais participé à une négociation. « Je suis heureux d'avoir une femme aussi rusée. Je suis sûr que tu sauras remettre ton époux mal avisé sur le droit chemin, » dit Chester à Cassia. « Je commence à comprendre ce que vous me dites sans cesse. J'ai une faible estime de moi et un respect excessif pour les aristocrates. J'ai l'habitude de me rabaisser et de me dévaloriser en permanence. » Winchester était très en colère. Il n'aimait pas le fait que, cette fois-ci, il allait devoir faire des folies. Il continuerait probablement à payer au baron Chester des sommes fabuleuses pour son aide. D'où sortait cette petite arriviste, sa femme? Un soldat entra en courant dans le bureau. Il annonça que le clan Rakan approchait du château. « Je dois vous protéger! Je ne laisserai pas le clan se faufiler dans ce domaine!
Si j'avais su que cela arriverait, je ne t'aurais jamais amené ici, dit Chester en attrapant son épouse par les épaules. Winchester se précipita dans la pièce. Il avait besoin de l'aide du baron de toute urgence. « Mon époux n'ira nulle part tant que nous n'aurons pas discuté de tous les détails du contrat, » dit Cassia avec fermeté. « Nous en reparlerons un peu plus tard. Les choses ne vont pas aussi bien que je le voudrais en ce moment. » Winchester commençait à se lasser de cette fille têtue. « Cassia, parlons-en vraiment après la bataille, » demanda la jeune fille à Chester. « Vicomte Winchester, prenez soin de mon épouse pendant mon absence. » Chester s'adresse au maître de maison. Chester était face à un adversaire de taille. Le chef de clan lui-même s'avançait vers lui. « Abattez-le, Jérôme. » C'était un guerrier puissant, presque impossible à vaincre. « Rassemblez-vous! Notre ennemi fait preuve de persévérance. Si nous continuons à nous battre ainsi, nous serons complètement anéantis !» cria Jérôme à ses guerriers. « Reprenez le baron et je me dépêche d'aller au manoir !» cria le héros. « Tu devrais faire prisonnier Winchester. Comme ça, il rappellera ses chiens. Nous ferons semblant de battre en retraite pour qu'ils nous poursuivent, et tu t'occuperas de Winchester pendant ce temps, » lui dit Jérôme. Le clan Rackham vivait à la limite nord des terres de Winchester. Ils n'avaient jamais combattu ni tué auparavant. Un jour, ils demandèrent de l'aide à Winchester. Ils voulaient vivre en paix sur ces terres. Les chefs de clan envoyèrent un appel au vicomte, lui demandant poliment de les accepter. Winchester a jeté toutes les lettres que lui envoyait le clan. Il répandit dans son pays de terribles rumeurs sur la tribu. Les gens commencent à craindre les hommes du clan. « Tout ce que nous avons fait, c'est vous demander de l'aide et vous avez décidé de nous détruire », dit Winchester au héros qui fait irruption dans le bureau. « Ordonnez rapidement à vos hommes de battre en retraite. Arrêtez ce massacre insensé !» hurla le héros en saisissant Winchester par la peau du cou. « Très bien, faites ce que vous voulez. Je mettrai fin à la guerre. Mais à une condition. Apportez-moi la tête du commandant, le baron Grise. Si vous le tuez, je respecterai toutes les conditions que vous poserez. » Winchester poussa un sifflement. « Au fait, sa femme est aussi ici. Elle fera le meilleur otage pour vous. » Cassia a entendu un bruit derrière la porte. Elle prend un couteau sur la table. La jeune fille est prête à se défendre. « Vous êtes la compagne du commandant des mercenaires ?» cria le héros en faisant irruption dans la chambre de Cassia. « Quelle limace ! À 100%, c'est Winchester qui a dit que la compagne du baron était en gestation. Les guerriers du clan n'auraient pas pu le découvrir autrement, et il les a persuadés de me faire prisonnière à la place. » La jeune fille devina. « Nous t'emmenons avec nous !» dit le héros à la jeune fille. « Vais-je mourir si vite cette fois-ci sans réaliser mes plans ?» se dit tristement la jeune fille. Hérald attrapa la jeune fille et la jeta par-dessus son épaule. Il lui ordonna de ne pas crier et de ne pas donner de coups de pied, sinon il la livrerait à ces monstres. « Ils ont capturé la jeune fille et quittent le domaine. Nous devons donc partir dès que possible. Rassemblez tout l'argent nécessaire et demandez de l'aide à nos alliés, » ordonna Winchester à sa faveur. « Si les alliés apprennent soudain que c'est vous qui avez fait prisonnier la baronne, ils risquent de nous tourner le dos. » Un serviteur avertit le vicomte. « Premièrement, parlez moins et faites ce qu'on vous ordonne. Deuxièmement, ces et sauvages décapiteront le baron et finiront probablement par tuer la jeune femme, » lui répond Winchester. « Quoi qu'il en soit, le baron et la baronne mourront d'une mort honorable, alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de témoins. Maintenant, allez faire ce que je vous demande. »« Je ne paierai pas un centime à ce roturier et à sa femme arriviste !» siffla Winchester avec colère. La bataille s'éternise. Chester se rendit compte que les monstres du clan étaient très résistants. Et si cela continuait, il serait désavantagé. Il fallait battre en retraite immédiatement et retourner au manoir. Chester est attaqué par un autre monstre. Il tente de le repousser. L'animal a reculé. Le chef du clan Rackham est apparu à côté de Chester. « Es-tu sûr de pouvoir survivre à cela ?» cria Jérôme en lançant sa lance sur Chester. Chester a réussi à esquiver la lance. Le héros arriva enfin sur le champ de bataille. Il cria haut et fort qu'il avait réussi à capturer la femme du commandant. Cassia est assise au bord de la falaise. Elle ne se rend pas compte de l'endroit où elle se trouve. À côté d'elle, le héros fait du feu. Le héros prit son manteau et s'approcha de la jeune fille pour la couvrir. Il vit que la baronne était légèrement vêtue. Elle aurait pu prendre froid. Cassia se dit que ces gens sont plutôt bienveillants. Alors pourquoi se battent-ils ? Soudain,
Un jeune homme s'approche de la jeune fille et commence à la renifler. Cassia est surprise par ce comportement. « Toutes les nobles dames sentent-elles comme ça ?» demande le jeune homme. « Kuno, éloigne-toi de cette femme! Ne la mets pas dans l'embarras! Tu ferais mieux d'aller chasser! Les écrevisses commencent à avoir faim !» cria le héros. Harold décida d'offrir de la viande à la jeune fille. Cela faisait des heures qu'elle était dans la forêt. Elle devait donc avoir faim. « J'ai l'impression que vous n'êtes absolument pas comme les gens vous décrivent !» lui dit la jeune fille. « Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Je ne voulais pas vous traiter si négligemment. J'espère que vous comprenez. » lui répondit le héros. « Nous n'avions pas l'intention de déclencher une guerre. Nous avons demandé l'aide du vicomte à plusieurs reprises. Nous voulions juste nous installer sur ces terres et vivre en paix. Si vous êtes pacifique et que vous ne voulez faire de mal à personne, pourquoi attaquez-vous et détruisez-vous des villes ?» demande Cassia. « Qu'est-ce que vous racontez? Nous n'avons jamais attaqué personne. Nous entraînons même nos monstres raquants à ne pas toucher les humains. Nous sommes des chasseurs, pas des guerriers. Nous n'avons jamais eu une seule invasion de village, » s'exclama le héros. Cassia a compris que ce clan voulait vraiment, c'était une vie normale et paisible. Et c'est le Winchester qui répand toutes ces rumeurs à leur sujet. Il ne veut pas de ces gens sur ces terres. Il veut les exterminer. Dès que nous aurons décapité le commandant, nous vous laisserons partir immédiatement. Nous ne vous ferons aucun mal. Vous rentrerez chez vous en toute sécurité, dit le héros à Cassia. « Mais tu ne pourras pas survivre si tu décapites mon consort !» s'exclama la jeune fille. « Croyez-vous naïvement que Winchester respectera ces conditions et ne vous trompera pas? Vous tuez ma consort et le vicomte engagera le prochain mercenaire. Il est fort probable que Winchester possède d'autres unités militaires que mon consort, » dit Cassia en baissant la tête. « Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé moi-même ?» Le héros s'est levé d'un bond de son siège et s'est écrié. « Je comprends que vos hommes aient été tués à cause d'un malentendu. Et si on en finissait sans regret ?» lui demande Cassia. Le messager finit par trouver Jérôme et lui dit qu'ils ont capturé la femme du commandant, et non Winchester. Cette information déplaît fortement au chef. Il se rend compte que le vicomte ne fait que les manipuler. « Nous n'avons que faire de ce prisonnier. Nous devrions d'abord terminer les négociations !» siffle Jérôme avec colère. « Chester, rendez-vous! Nous avons capturé votre consort !» crie Jérôme au baron. Celui-ci ordonne à ses guerriers de baisser leurs armes. Il est inutile de se battre maintenant. Chester demande également à ses mercenaires de cesser le combat. « Où est mon épouse maintenant ?» demanda Chester à Jérôme. Il posa son épée sur la gorge du chef du clan Rakan. « Si tu veux voir ta femme, viens avec nous !» lui répond Jérôme. Chester a accepté les conditions de Jérôme. Il s'agit maintenant de sauver la vie de sa femme. « Pourquoi voulez-vous les terres de Winchester? Je vous suggère de vivre sur nos terres. » Elles ne sont pas très fertiles, mais elles sont très étendues, suggéra Cassia au héros. Et comment allons-nous vivre ensemble si nous sommes en guerre les uns contre les autres depuis plusieurs années? S'étonne le héros. Voyez-vous une autre issue à cette situation? Demanda Cassia. La jeune fille voulait que ce clan s'installe à Grise. Ainsi, son mari disposerait d'une armée de monstres Rakan puissante. Je vous promets que notre peuple communiquera avec vous sur un pied d'égalité. De plus, nos terres sont parsemées de montagnes. Elles vous rappelleront votre pays, poursuit Cassia. Pourquoi nous offrir une telle chose? Nous sommes les ennemis de votre mari, lui demanda le héros, surpris. Ce n'était ni votre désir ni le nôtre d'être des ennemis. Nous avons simplement été manipulés, dit Cassia avec de la tristesse dans la voix. Cassia! S'écrie Chester en voyant son épouse près du feu. La jeune fille était heureuse de voir son conjoint en vie. Chester se précipite vers sa femme. Les mercenaires tentent de l'arrêter. Ils rappellent à Chester qu'il est venu ici pour négocier. « Dites-moi, que dois-je faire pour que vous libériez mon épouse ?» Chester demande à Jérôme. Ses yeux se remplissent de larmes. Jérôme fut extrêmement surpris. C'était la première fois qu'il voyait un mercenaire pleurer. « Chérie, ce n'est pas grave! Ces gens m'ont traité avec gentillesse !» Cassia décide de rassurer son conjoint. « Je te le redemande, dis-moi ce que je dois faire ?» Chester se ressaisit. Sa voix était ferme. « À cause de toi, beaucoup de mes hommes sont tombés. C'est pourquoi je veux ta tête !» s'exclame Jérôme. « Il pense que nous sommes stupides? Pense-t-il que nous allons rester là à le regarder tuer notre commandant ?» Les mercenaires de Chester sont indignés. « Silence, Ruget Chester.
Chester a jeté son épée par terre. Il demande à Jérôme la permission d'approcher sa femme. Cassia est peinée de voir que son conjoint a décidé d'abandonner. Depuis quand était-il devenu si doux? Elle pensait qu'il la sauverait, mais il avait décidé de sacrifier sa vie. « Cassia, je n'aurais jamais dû te prendre comme épouse. Maintenant, tu es libre. Tu peux retourner chez tes parents comme tu le voulais. Je suis entièrement responsable de ce qui s'est passé. J'aurais dû t'écouter. » Baissant la tête, Chester prit la parole. Jérôme eut un instant pitié du guerrier. Il aimait tellement sa femme qu'il n'avait pas honte de ses larmes. Mais il devait le tuer. Il n'y avait pas d'autre solution. « Jérôme, pourquoi ne pas essayer de faire un marché, de ne tuer personne? Je propose que nous unissions nos forces et que nous nous opposions à celui qui nous a trompés pendant tout ce temps. Punissons Winchester, » suggéra le héros. « Qu'est-ce que tu racontes ?» lui demande Jérôme. « J'ai appris que vous vous étiez introduit dans le domaine du vicomte et que vous l'aviez menacé. La paix de notre peuple est importante pour nous, alors nous avons décidé de l'aider. Si nous avions su que vous n'aviez pas l'intention de vous battre, nous ne nous serions jamais opposés à vous, » s'exclame Cassia. « Nous n'avons pas menacé le vicomte, » s'étonne Jérôme. « Je me rends compte que par ignorance, nous avons ruiné des personnes qui vous sont chères. Je m'en excuse sincèrement, » a poursuivi Cassia. « Nous avons aussi tué vos mercenaires !» s'exclama un héros à proximité. « Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là » se dit Jérôme. « Je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune garantie que vous restiez en vie après la mort de ma consort. Vous ne pourrez pas vivre en paix sur ces terres. Je veux vous offrir d'autres terres, » résume Cassia. « Chérie, pourquoi es-tu encore si triste? Un tel comportement n'est pas digne d'un adulte. Tout est bien fini. Pourquoi ne te réjouis-tu pas ?» demande Cassia à son époux. Chester était triste parce qu'il était venu sauver son épouse, mais il devrait plutôt la remercier pour son aide. Elle a pu faire en sorte que les combats soient enfin terminés. En regardant sa femme, Chester se dit qu'il ne la mérite pas. Elle était beaucoup plus intelligente et plus forte d'esprit que lui. Pourtant, il ne voulait pas la laisser partir. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi le baron Grise marche-t-il avec ces sauvages? A-t-il été vaincu ?» demande le comte Berthold Axios à son conseiller, le vicomte Barnan. « Nous ne devons pas laisser faire le hasard. Il faut arrêter ces colons !» s'exclame Barnan. « Ne nous précipitons pas et ne tirons pas de conclusions hâtives. Discutons d'abord avec eux et décidons ensuite de la suite, » lui dit Berthold. « Comte Axios et vicomte Barnan, salutations !» s'exclame Chester. « Baron Grise, que s'est-il passé? Le vicomte Winchester nous a dit que votre équipe de mercenaires avait été vaincue. Et je ne comprends absolument pas ce que cette femme fait ici, » demande le vicomte Barnan à Chester. « Cette femme, mon épouse, » lui répondit Chester. « Enchanté de vous rencontrer !» En baissant les yeux, Cassia dit « Et que font ici le baron et son épouse ?» s'enquit le comte Axios. « C'est une longue histoire. Mon consort est parti au combat car le vicomte Winchester lui avait demandé de l'aide. Il a dit que les terres avaient été prises par un clan de Rakan. Mais il n'avait pas vraiment l'intention de nuire à l'Empire. » Cassia lui expliqua. « Ces pauvres gens n'ont tout simplement pas d'endroit où vivre. Ils ont demandé de l'aide à Winchester. Mais ce dernier ne les a que méchamment trompés. Mon mari et moi les avons invités à vivre sur nos terres. Vous voulez que des sauvages s'installent sur vos terres ?» Le vicomte Barnan grimace. « Et pourtant Winchester est rusé !» Le comte Axios se sourit à lui-même. « Avec votre permission, nous allons rentrer à la maison. Nous avons eu une semaine difficile. Nous voulons nous reposer. » Sestre s'excuse auprès du comte et du vicomte. « Oui, bien sûr, vas-y. Nous ne vous retiendrons pas plus longtemps, » lui répondit Axios. Axios jeta un coup d'œil au couple. Il aimait beaucoup la femme du baron. Elle était non seulement jolie, mais aussi très intelligente. « Cassia, je croyais que vous connaissiez le comte Axios et le vicomte Barnan. C'est bien cela ?» demande Chester à son épouse. « Comment pourrais-je les connaître? Vous l'avez imaginé? Je vois ces gens pour la première fois !» Cassia lui répond en souriant. La jeune fille disait presque la vérité. Dans cette vie, elle voyait le comte pour la première fois, mais dans sa vie passée, elle le connaissait bien. Il était l'un de ceux qui lui rendaient la vie insupportable. Elle devrait être plus prudente avec lui cette fois-ci. « Vicomte Winchester, vous nous avez toujours trompés ?» demanda le vicomte Barnan. Winchester décida de faire semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. « Vous prétendez avoir été attaqué par un clan de Rakanans.
Alors amenez ici les habitants qui vous confirmeront qu'ils ont souffert des mains de CS sauvages, exige le vicomte Barnan. Les chefs du clan Rakan affirment qu'ils n'ont attaqué personne. Ce sont des gens pacifiques qui cherchent simplement un refuge pour leur famille. De plus, les chefs affirment qu'ils ont déjà demandé votre aide à plusieurs reprises, dit le comte Axios. La rumeur dit que vous avez même payé le baron Grise pour détruire ces gens. Est-ce vrai? Demanda Axios. Ce ne sont que des mensonges! J'ai été calomnié! S'exclame Winchester. Attention, nous ne coopérerons plus avec vous. Nous refusons d'être vos alliés. Sachez aussi que la baronne va écrire une lettre à son père, et il ne risque pas d'apprécier que vous ayez voulu faire du mal à sa fille. Le comte Axios parla d'une voix calme. Comte, ne tirez pas de conclusions hâtives! Soyez clément avec moi! Cria Winchester en serrant ses mains dans l'ourlet de la cape d'Axios. Cassia était heureuse que tout se soit bien terminé. Il fallait maintenant s'occuper de ses affaires. Elle invita James chez elle pour parler de la vente de perruques. La jeune fille a également décidé de prendre en charge les affaires du domaine. Elle a beaucoup de travail à faire. Son mari est un maître faible. Au fil du temps, les finances de la famille se sont assainies. Ils ont même commencé à former des mercenaires. À propos, une lettre du comte Axios vous est parvenue. Le majordome dépose la lettre devant Cassia. Le comte a invité le baron et la baronne à lui rendre visite. Il souhaite discuter avec eux de la poursuite de la coopération. Cassia s'est souvenue de sa vie passée qu'une grande guerre territoriale allait éclater dans quelques mois. Pendant cette guerre, le comte et Chester deviendraient de bons amis. C'est à ce moment-là que la jeune fille a commencé à avoir des problèmes. « Eh bien, nous devrons aller rendre visite au comte. J'aurai besoin de son aide. Maintenant, je sais à l'avance ce qui peut arriver de désagréable. Nous allons faire les choses intelligemment, éviter les pièges et ne nous concentrer que sur les avantages, se dit Cassia. Il faudrait que les choses soient différentes maintenant.